Il faut d'abord le situer. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'identité? De plein de choses. L'identité d'un être, c'est sa plage de variation vibratoire et infinie qui lui est propre. Et cette plage de tension, cette plage vibratoire infinie, elle est représentée par un tenseur métrique, un tenseur infinitiel, ou finitiel, je ne sais plus. Il faudra que je clarifie ça. Un tenseur, en tout cas, en tant que cette plage infinie, cette plage vibratoire de fréquence infinie qui nous caractérise, qui fait notre identité, de ce que je vois la plus pure, si on peut dire. Il faut que j'arrête de faire des précisions comme ça. Il faut que je sois plus direct, concis. Donc cette plage personnelle, elle est infinie pour chacun de nous. Donc ce qui fait qu'on peut y voir une certaine indifférenciation, comme si on mesurait tous 10 cm et que dans ce 10 cm, il y a une division par 10, mais surtout une infinité de découpage, de division possible. Il y a une infinité de décimales. Et ce 10 fois, vu qu'on est sur 10 cm, 10 unités, on pourrait dire. Et ces 10 unités, ou 7 unités, on peut le dire comme ça, 7 unités finicielles, qui a son infinitiel en elle, elle a son unité propre en tant que vous allez avoir un homme dont l'unité infinitielle va être de 0 à 1, un autre de 1 à 2 ou de 2 à 3 ou de 5 à 6 ou de 22 à 437, peu importe. C'est ça qui fait la différenciation de notre infinité, qu'on a tous. Je parle de cette infinité, cette plage vibratoire sur laquelle on a accès à une modulation infinie de fréquences. En tant que d'un point A à un point B, eh bien vous allez avoir l'infinité de points entre ces deux points-là. Et chaque point représente une fréquence. Et c'est comme si chaque infinité avait comme tenseur une couleur différente, on pourrait dire. Un fruit et une poire sont tous les deux des fruits, donc les mêmes, mais ils ont leur altérité dans le fait que l'un est une pomme, l'autre est une poire. Et c'est ça le tenseur métrique infinitiel qui fait leur infinité. Parce que si on prend juste la poire et la pomme au niveau de leur infinité, c'est juste des points assemblés et puis au final c'est juste un tas de points quoi. Et c'est comme comparer deux tas de sable. Sauf que là où il y a une architecture différente entre deux tas de sable, entre deux tas de points, il n'y a pas
de séparation entre eux, à proprement parler, à moins d'observer de nous-mêmes un agencement et de voir que cet agencement n'est pas observable de l'autre côté. Bref. Faut que je règle ça, ce truc de tenseur métrique infinitiel, finitiel, c'est un peu, ouais, c'est du néologisme, faut que je clarifie ça. Mais c'est intéressant en tout cas, c'est très intéressant. Donc l'identité, donc comme point de départ, ouais, c'est pas mal. On pourrait dire que ça serait... donc là, on serait juste après ce que certains après appellent l'unité pure, la monade. Je parle de... Pour moi, l'identité, elle commence juste après la monade. Il y en a toujours une avant, mais je veux pas en parler. Parce que nous ne sommes plus individuels à proprement parler au-delà de la division. En delà, je devrais dire. En deçà de la division. Donc, cette identité à ce niveau-là, donc au final une différenciation en fait, qui nous permet de nous percevoir et de percevoir, c'est du discernement. Et ces êtres, donc qui ont leur identité vibratoire, on pourrait même parler d'objets pour le moment. Comment est-ce que cette sorte d'identité, elle se manifeste dans la matière jusqu'à ce qu'un mec parle et s'enregistre? Cette vibration, elle a besoin d'un éther. Alors, est-ce que c'est l'éther qui manifeste la vibration? Ou est-ce que c'est cette vibration qui, en tout cas, n'a pas besoin de l'éther pour vibrer? Donc, en faisant vibrer l'éther, cet éther, il va, comme on peut l'observer pour un liquide, selon si on fait bouger la surface de l'eau en un point, par une rythmique, donc une vibration, on va, selon la fréquence à laquelle on fait bouger les choses, selon les perturbations qu'on cause, on va créer basiquement des cercles, comme quand on jette un pavé dans la mare. Mais en augmentant la fréquence, vous pouvez créer d'autres formes, comme un triangle, un carré, et ainsi de suite. En réglant bien les choses, vous vous mettez en fait à obtenir de la géométrie. Et cette géométrie, c'est pour moi l'expression de votre plage vibratoire propre, de votre identité.
Et donc cette identité, elle passe de vibration à forme maintenant. Et cette forme, j'allais dire, c'est son incarnation dans la matière. Non. C'est son incarnation dans l'existence du monde de la forme, là où elle n'existait que dans le monde vibratoire. Et ce monde vibratoire, j'ai envie de dire que c'est la monade, ou une espèce d'entre-deux. La monade, c'est compliqué d'en parler. Le monde monadique, de l'unité. Ah, cet éther qui permet de produire des formes, de par sa relative densité, hein, c'est comme un liquide, un fluide, d'une nature bien spéciale. En tout cas, il permet la transmutation de rythme en forme, et même en couleur, tel qu'on le perçoit de nos yeux. La couleur, c'est aussi de la fréquence. Si vous voulez changer la couleur d'une lumière, c'est sur sa fréquence qu'il faut jouer. Vous pouvez tricher en mettant une vitre colorée, ce qui fait que la lumière va ressortir d'une certaine couleur, mais vous modifiez sa fréquence en mettant cette vitre colorée. Donc cet éther permettant de traduire, de manifester la forme, de traduire le rythme en forme, bah, il m'a tout l'air d'être aussi un peu comme, pas forcément un plus grand esprit, mais un esprit qui aurait donné sa vibration comme un terrain pour les autres vibrations, afin que de la forme autrement que vibratoire puisse être exprimée, oui. Voilà. Mais cet esprit éther qui sert à d'autres esprits de manifestation géométrique, il permet la densité de ces formes correspondant à des oscillations, à des rythmes. Et ces formes, elles peuvent se densifier à mesure où cet esprit, cet éther, ce tapis vibratoire qui permet la géométrie, à mesure où il descend en fréquence, il permet la densité. Ou peut-être à mesure où il monte en fréquence, peut-être. J'ai pas bien regardé ça, mais paraît-il que la matière par rapport à l'éther est une fréquence plus basse en fait. Comme si les objets ou le monde, peu importe ce qu'il y a dedans, sont vides et sont pleins. À mesure où ça monte en fréquence, c'est comme si ça se liquéfiait. Comme un château de sable qu'on mettrait sous vibration. Il se mettrait comme à fondre. Si vous le mettez sur un plateau vibratoire, le château de sable, pas de tremblement de terre, mais vraiment
de vibrations subtiles vraiment calibrées, vous pouvez le faire s'écrouler comme s'il fondait. Puisque ce sera des milliards, des milliards, des milliards de petites secousses qui, qui nous feront voir à nous, à nos yeux humains, une espèce de mouvement fluide, un écroulement fluide. Donc comme si ça fond en fait, hein, comme une glace qui fond au soleil. Hein. Ouais. Et donc de cette forme, de cette densité, à l'intérieur de cet esprit mère, cet esprit coquille d'œuf, à l'intérieur duquel les choses s'incarnent, à l'intérieur duquel règne cet éther, d'où les formes et la densité peuvent être. Eh bien, ces plages vibratoires que nous sommes en tant qu'identité, elles peuvent voyager à travers leurs propres formes jusqu'à s'incarner dans une certaine densité. Et là, on arrive plus ou moins au plan matériel. Ce plan matériel, il est comme l'ego. En tant que lui aussi, il est une toile de projection. Comme un petit point lumineux qui s'exprimerait en faisceau pour donner de plus en cône, un cône, mais dont le socle serait la toile de projection. Eh bien la matière, pour moi, telle que je vois qu'il y a des choses au-dessus, mais il n'y a pas grand-chose en dessous, il y a peut-être de la matière dont on passerait pour esprit, qui sait. Il y a peut-être de la matière tellement dense que notre matière à nous se ferait esprit en comparaison.